Amis de l'analyse de schéma et des testeurs de continuité, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons analyser le schéma d'un petit appareil qui me sert énormément, que j'ai fabriqué il y a plus de 20 ans, je pense. Je veux dire, c'était avant même que je les numérote, mes fabrications en CP quelque chose, donc vraiment, ça date d'il y a un sacré bout de temps, et c'est un appareil qui me sert énormément, et que j'ai toujours sous la main. Alors, en fait, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une sonnette, des fois. C'est un petit testeur de continuité qui, comme on peut le voir, bip, mais il a la particularité déjà de que, comme on va voir, il a une grande dynamite. C'est-à-dire que là, par exemple, si je mouille mes doigts, voilà, on voit que selon la résistance, on entend bien que la fréquence varie. Donc avec un petit peu d'habitude, on arrive très facilement à avoir une idée de la résistance, je veux dire, un petit peu au son. Alors c'est quand même polarisé, c'est-à-dire qu'on peut tester par exemple un semi-conducteur avec. Par exemple, là si je teste une diode, on voit que dans un sens ça passe, dans l'autre, ici, ça passe pas, voilà. Alors il faut se méfier qu'on met les doigts, des fois, comme il est très sensible, la résistance des doigts peut faire changer la mesure, voilà, comme on le voit ici. Et une autre chose qui est très intéressante sur ce petit testeur, c'est que, comme on peut le voir, il n'y a absolument aucun interrupteur. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans le schéma que par sa conception, quand les deux fils ne sont pas branchés, ils consomment quasiment que dalle. Ce qui fait que voilà, il n'y a pas besoin en fait de mettre d'interrupteur. Et ça c'est vraiment un truc qui est bien, parce que honnêtement, il consomme très très peu de piles. Et voilà, on l'a toujours sous la main. Et vraiment, c'est ce petit truc, je vous dis, j'ai fabriqué ça, je pense qu'il y a plus de 20 ans. C'est très facile à faire, et c'est vraiment un petit auxiliaire précieux. Alors, jetons un coup d'œil à l'intérieur de la boîte, donc on peut voir, j'ai fait ça dans un petit boîtier plastique qui s'enclipse, dans lequel on va bien retrouver ici la pile de 9 volts, et qui, comme j'ai dit, dure très très longtemps. Celle-là, ça fait sans doute plusieurs années qu'elle est dedans. Et là, j'ai fait ce petit circuit sur un bout de protoboard. On retrouve bien là le transistor piezo. Alors moi, j'ai mis ça sur des fiches bananes de millimètres qui permet de mettre différents types de sondes. Puis sinon, voilà, on reconnaît bien les composants. Il n'y a rien à dire. Alors voilà le schéma du Biniou qui était paru, alors, honnêtement, dans un vieux numéro d'Elector, mais malheureusement, je n'ai pas la référence de ce numéro. Est-ce que c'était un circuit de vacances? Est-ce que c'était un numéro? Enfin, voilà. Parce que moi, dans ma schémathèque, je n'ai gardé en gros que le schéma. De toute façon, comme vous pouvez le voir, le schéma est très simple. Au pire, vous faites un arrêt sur écran de la vidéo, vous faites un screenshot et vous aurez le schéma. Donc ce schéma, il n'est pas de moi du tout. Je l'ai vraiment fabriqué exactement comme il était sur la revue. Il a été manifestement conçu par un certain F, alors je ne connais pas le prénom, Weber. Et on voit, voilà, il avait fait un petit circuit imprimé. Et on retrouve ici donc le schéma qui, comme on peut le voir, est très très simple dans son principe. Alors regardons un petit peu comment il fonctionne. À la base, c'est alimenté par une pile de 9 volts, qu'on peut voir ici, qui est ici en série, en fait, avec une charge qui est constituée d'une résistance de 1K, sur lequel vient se mettre un buzzer piézoélectrique. Alors, déjà, on peut voir qu'en gros, le principe de ce montage, déjà, c'est que, voilà, il se met en gros en série avec cette résistance, et c'est que la variation du courant de cette résistance qui va être rendue audible par ce buzzer. Je rappelle que, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo sur les buzzers, ils ont une impédance qui est très très forte, ce qui fait que, dire quasiment, il n'y a pas de courant qui passe dedans. Donc voilà, quand il y a du courant qui passe, il passe à peu près intégralement dans cette résistance ici. Les sondes de test se branchent ici entre les points A et B. Alors pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va supposer qu'elles sont court-circuitées. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On peut voir que là, on va dire ce condensateur-là, il est déchargé, et qu'il va se charger via les sondes, cette résistance ici de 56K, là, et ici, donc, ces deux valeurs. Donc là, on voit cette résistance de 100 ohms en série avec ce potentiomètre là qui permet de régler le repos. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce condensateur-là, il se charge. Donc, la tension à ces bornes ici va avoir tendance à augmenter. Mais tant qu'elle est en dessous du seuil là du transistor, qui est de 0,6 volts à peu près, voilà, ça se charge comme ça, il n'y a rien d'autre qui se passe. Donc, la tension ici augmente, elle augmente. Quand elle va atteindre le seuil de conduction du transistor, il va devenir brutalement assez vite passant. Il va faire passer ici du courant là dans cette diode, mais en même temps on voit qu'il va quasiment mettre à la masse là ce point là. Ce qui fait que ce transistor PNP ici, ce BC557, lui va devenir conducteur. On voit que cette diode ici compense quasiment le seuil
là de ce transistor, ce qui fait qu'il est quasiment à la limite ici d'être passant, ce qui fait que dès qu'ici la tension va commencer à baisser, ne serait-ce qu'un tout petit peu, il va celui-là se saturer très 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 vite. Et qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va devenir conducteur et quelque part il va aussi, je veux dire, décharger ici ce conducteur. C'est en gros le condensateur qui est là, c'est comme s'il le connectait à ce niveau-là. Ce qui fait que comme il est chargé, le point ici, le temps que le condensateur se décharge, ça va porter la base de T1, je veux dire, à un potentiel suffisant pour qu'il continue à faire passer du courant dans tout le montage. Un état stable, on va le voir tout à l'heure, je vais vous le montrer sur l'oscilloscope, il y a une impulsion qui dure à peu près toujours le même temps, jusqu'à temps que le condensateur soit déchargé. À ce moment-là, le système revient quelque part dans son état initial, et ça redémarre. Tout à l'heure, je vais vous mettre une sonde d'oscilloscope sur ce point-là et sur ce point-là, comme ça vous verrez très bien comment ça fonctionne. En gros, selon ici la résistance entre les points de charge, ce condensateur se charge plus ou moins vite, mais il se décharge toujours à peu près à la même vitesse dès qu'on a atteint ce point-là de basculant qui, quelque part, est un peu cumulatif et remet tout le monde dans son état initial. On va voir, c'est, je ne me rappelle plus, dans les 88 microsecondes ou un truc comme ça. Donc, voilà pour le fonctionnement de ça. Alors, pourquoi il consomme rien au repos? Parce qu'au repos, on peut voir que là, il n'y a vraiment aucun courant qui passe. Donc ça, la base, elle est en l'air. Avec, on va dire, ne serait-ce que la fuite ici de la diode et du transistor, ce transistor-là, il est complètement bloqué. Donc il y a quasiment, à part un très très faible courant de fuite, il n'y a rien qui passe ici. Et comme ici, malgré ici cette diode, le potentiel ici, il est quand même pas assez bas, assez négatif pour que ce transistor-là soit passant, il y a quasiment rien qui passe là aussi. Ce qui fait que, voilà, comme il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui passe même dans l'alimentation. Et c'est ça qui fait qu'il consomme quasiment rien. Donc maintenant, justement, je vous propose de regarder à l'oscilloscope un petit peu les différents signaux pour bien comprendre comment ça marche. Donc j'ai mis ici deux sondes là sur le biniou et là j'utilise mon nouveau Mixig là pour justement regarder ces signaux et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc si on court-circuite, on le fait biper. Voilà, donc là ce qu'on peut voir c'est au niveau de la base de T1. Donc là on voit bien que le condensateur se charge à peu près au seuil du transistor T1. Donc le transistor ici se sature en gros, et à ce moment-là, on a bien ici le cycle de décharge que l'on voit ici. Hein, c'est cette impulsion ici qui redécharge tout le système, fait l'impulsion, et derrière, une fois que tout est déchargé, ça recommence. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que si on regarde ici les durées, la fréquence que l'on peut voir ici, elle est de l'ordre de 3 kHz à peu près. Là, on peut voir que le temps de décharge du condensateur, voilà, ici, il est à peu près de l'ordre de 88 microsecondes, ou truc comme ça. Si maintenant on redémarre et on le fait marcher avec des fréquences très basses, voilà, comme ça, et qu'on l'arrête, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le temps de décharge, en fait, il change relativement peu. C'est-à-dire que c'est lui qui est constant. Donc en fait, selon le courant qui passe dans les sondes, on voit bien que le transistor se charge plus ou moins vite. Là, si on fait comme ça, voilà, si on refait ici la mesure, on peut voir que là bien sûr, voilà, on a vraiment un temps de charge qui est très très long par rapport au temps de décharge. Voilà, on le voit comme ça. Mais ce qu'on a vu, c'est que le temps de décharge, lui, est toujours à peu près le même. Donc en gros, ce qui va varier selon la résistance mesurée entre les sondes, c'est bien le temps de charge de ce condensateur de 47 nanofarad, sachant que une fois qu'on a atteint le seuil de T1, le processus de décharge est toujours relativement constant en temps. Voilà donc pour la présentation de ce testeur de continuité. Alors j'en ai plein des testeurs de continuité, j'en ai même conçu un certain nombre, dont le fameux CP0088 que je vous ai présenté, qui est un petit peu plus sophistiqué. Mais celui-ci, vraiment, on voit c'est le truc tout bête, il fonctionne bien, il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a pas de prise de tête. À vrai dire, voilà, c'est un de mes favoris et je ne pourrais pas m'en passer. Je vous engage donc tout à fait à le fabriquer, comme vous avez vu, c'est hyper simple, ça utilise que des composants standards, et même au niveau des transistors, je dirais quasiment n'importe quel transistor NPN et PNP, enfin bon, on peut pas mettre transistor de puissance, mais des petits signaux, ça fera l'affaire. C'était ce que Elector appelait les fameux tunes et les fameux tubes.
Les thunes, c'était les transistors universels NPN, et les tubes, les transistors universels PNP. Et voilà, en fait, il y a plein de modèles. Je suis sûr que vous faites ça avec un 2222 et un 2907. À mon avis, ça marchera pareil. En même temps, il y a ce réglage, donc qui est très simple à faire. Hein. Pour faire ce réglage, vous le court-circuitez les bornes et vous réglez pour avoir là la fréquence aiguë. Et puis après, bah, voilà, vous vérifiez bien que au niveau des résistances que vous mettez entre les bornes, bah, il y a bien une variation qui descend après jusqu'à la valeur que vous voulez en fait. Voilà, vous allez voir, ça se règle vraiment très très bien. Mais pour moi, il n'y a vraiment aucune raison de se priver de ce petit auxiliaire bien sympathique. Alors bien sûr, je profite de cette vidéo pour vous annoncer que, bah voilà, pour une fois, le live de février aura lieu en février, qui, ma foi, est assez logique. Et donc, ça sera samedi prochain, le 25 à 21h pétante. Et comme d'habitude, sous le contrôle du terrible Nico. Tiens, ça va, Maurice? Tu voudrais savoir quelque chose? Ah oui, quoi? Comment j'arrive à gérer l'augmentation du prix de l'énergie? Si tu savais. En fait, ma technique, c'est que je suis passé à l'hybride. Ah non, pas ma voiture, mon salaire. Mon salaire est dépensé pour moitié en essence et l'autre moitié en électricité. Et après, il me reste plus rien. Bon, là-dessus, j'espère que vous en sortez mieux que moi. Que Bip Bip, terreur des coyotes et éventuellement des courts-circuits vous aident à vos dépannages. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Beep beep. Beep beep. Beep beep.